Bonjour à tous et bienvenue à la radio Beats Research. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes un podcast et une chaîne YouTube qui ouvre les portes de la science à toute la communauté. Je m'appelle Janice Petit et je suis de retour comme votre animatrice pour cet épisode. Aujourd'hui, nous avons avec nous Dr. Gad Sabaté. Dr. Sabaté est ingénieur en mécanique et matériaux et il travaille présentement à Axlis comme gestionnaire de projet. Dr. Sabaté est aussi non seulement le directeur, mais le fondateur de programmes de mentorat et de développement professionnel à la Société canadienne des biomatériaux. Bonjour, Dr. Sabaté, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Janice, c'est un plaisir. Aujourd'hui, nous allons principalement parler de l'importance du mentorat dans le monde de la science et du génie. J'aimerais commencer par parler du programme de mentorat que vous avez fondé avec la Société canadienne des biomatériaux. Qu'est-ce que le programme? Ok, donc c'est un programme qui est né en 2019. Donc j'ai eu un prix pour fonder ce programme-là que m'a donné la Société canadienne des biomatériaux exclusivement pour leurs étudiants. Donc en fait, le programme, ça fait 2 ans qu'on le fait, puis il y a eu une première version du programme, puis une deuxième version. Donc je dirais un prototype alpha, puis un prototype bêta du programme. Donc là, on est en train de terminer la deuxième cohorte du programme, puis je suis vraiment très content de ces gens qui ont participé. Puis j'ai vu leur évolution du début jusqu'à la fin, puis c'est assez merveilleux de voir comment ils ont pu évoluer à travers le programme. Donc, en fait, le programme a, disons, quatre piliers. Le premier pilier, c'est le mentorat. Comme tu le disais, c'est un gros pilier. On les match un à un avec un mentor. Donc, un mentor qui est quelqu'un qui qui a fait le même parcours qu'eux, donc maîtrise, doctorat ou postdoc, qui maintenant travaille dans une compagnie, dans une entreprise ou dans un gouvernement, mais à l'extérieur de l'université. Le but du programme étant de favoriser, c'est que les étudiants trouvent un but significatif à l'extérieur de l'université, puis qu'ils arrivent à trouver un emploi qu'ils aiment et qu'ils essayent de le trouver sans avoir peur de le trouver. Donc que ça ne soit pas trop dur pour eux de se trouver un emploi, puis un emploi qu'ils aiment sans qu'ils aient à chercher trop longtemps leur voie. Donc il y a beaucoup de questionnements durant le programme sur qu'est-ce que je veux faire, pourquoi je veux le faire et comment on va le faire. Donc, comme je te l'ai dit, la première partie, c'est le mentorat. Donc, on va les matcher un à un avec quelqu'un qui travaille dans un PhD ou quelqu'un qui a une maîtrise, qui travaille dans une compagnie en dehors de l'université. Le deuxième pilier, ça va être la formation en carrière. Donc, ça, c'est un programme c'est une partie qui va durer à peu près 8 mois, 8 à 12 mois, où on va partir du mais pourquoi tu as fait un doctorat, qui tu es. Donc, il y a quand même un travail exploratoire à travers donc un travail de questionnement à travers des exercices qu'on a préparés jusqu'à la négociation de salaire. Et puis, la personne fait vraiment tout le programme. On passe par les entrevues informationnelles, c'est quoi, comment aller se présenter à une entrevue pour un poste, écrire un CV. Donc, tout ce cheminement-là jusqu'à la négociation de salaire. Le troisième pilier, c'est vraiment le développement professionnel. Donc, toute cette formation de carrière est teintée de cours de développement professionnel qui sont un peu des crash courses pour un peu allumer une lumière dans l'esprit de l'étudiant, puis qui se disent hey, mais j'adore faire ça, ça m'a donné l'envie d'avoir ce cours-là, je veux aller explorer plus loin. Puis chaque cours amène à des emplois différents. Et le quatrième pilier, c'est le réseautage. Donc, on organise tout simplement donc, il y a l'esprit de cohorte déjà. Donc, on part de personnes qui viennent de, je ne sais pas, 5, 10 universités différentes et qui se retrouvent en cohorte, qui ne se connaissent pas au départ, puis qui apprennent à se connaître à travers le programme. Donc, le réseautage, puis aussi, on invite les mentors ou alors on invite des recruteurs à travers ces séances de réseautage.
j'espère que ça fait à peu près le tour du programme. Oui, je pense que c'est beaucoup plus que ce que je croyais que c'était. Je pensais pas que c'était aussi euh, pas développé, mais je pense que vous voyez ce que je voulais dire. Je pense que ça Oui, a l'air à être assez intéressant et très utile pour parce qu'on sait même si on fait un master's ou un PhD, on sait toujours pas ce qu'on veut faire. C'est toujours la question qui trotte dans la tête de tout le monde, je pense, pendant ouais, les études. non, non, c'est sûr. Puis c'est cette question qu'on adresse. Euh, donc, tu sais, on a identifié, on se demande toujours qu'est-ce qu'on peut faire avec un doctorat, même, c'est même des centaines d'années après que le doctorat existe. On se demande toujours qu'est-ce qu'on peut faire avec un doctorat, avec un postdoc, pourquoi un postdoc. Tu sais, il y a toujours ce questionnement de savoir pourquoi on fait les choses au lieu que les choses nous arrivent et nous tombent dessus. Oui. C'est ça l'idée. J'aimerais savoir quel est votre rôle dans la Société canadienne de biomatériaux? Est-ce que c'est seulement, parce que c'est déjà comme un gros projet, mais est-ce que c'est vraiment, euh, vous êtes vraiment responsable seulement du programme de mentorat ou est-ce que vous faites d'autres choses? Et puis, j'aimerais aussi savoir, pardon, une deuxième question avec ça. Est-ce que, avec ce que vous avez fait avant dans la Société des Canadienne de biomatériaux, pourquoi est-ce que vous avez rajouté ce programme-là à la société? Je suis membre actif de la Société canadienne des biomatériaux depuis 2013. Donc, on, tu sais, on commence étudiant, on va au premier congrès, on voit comment ça se passe, on trouve ça super. Puis quand on est, moi j'ai commencé étudiant jeune, jeune en doctorat, tu sais, début de doctorat, donc on se dit, bon, ben c'est un congrès sympa, c'est un peu une petite famille, on se retrouve toujours tous les ans. On voit toujours les mêmes têtes tous les ans, donc c'est assez réconfortant de faire partie tu sais, d'une famille qui a une mission commune. Mm. Puis ben, la deuxième année ou troisième année, avec mes collègues de l'Université Laval, j'ai mon doctorat à l'Université Laval, on s'est dit, ben, s'est regardé, on s'est dit, mais si on faisait un chapitre étudiant de la Société canadienne des biomatériaux à Québec, donc on l'a fondé en 2014, premier chapitre. Puis en 2017, j'ai fait la même chose à Kingston, parce que j'ai fait un postdoc à Kingston. Puis là, on était sur d'autres problématiques, mais toujours intéressant de faire ça. Donc, je l'ai fait avec une collègue dans le laboratoire à Kingston. Puis, ben, ensuite, c'est quoi l'étape d'après? Tu sais, on se dit comment je peux mieux valoriser ma communauté? Qu'est-ce que je peux faire de mieux pour ma communauté? Puis cette problématique est assez venue d'elle-même, puisque moi-même, après un doctorat et deux postdocs, je savais toujours pas quoi faire de mon doctorat. Et comme, tu sais, dans mon parcours, j'ai suivi des cours à droite à gauche, j'ai fait des formations à droite à gauche pour pouvoir, tu sais, mieux m'outiller pour la vie d'après. Euh, je me suis dit, ben, il n'y a aucune formation qui existe comme moi je veux la faire. Puis, j'ai pas trouvé tous les outils qui existent. Puis, c'est vraiment en prenant toute cette expérience-là que j'ai créé cette formation-là. Et je te dirais, mon vécu de personne de doctorat qui ne savait pas quoi faire après son doctorat, tu sais, qui a passé sa thèse, puis qui s'est dit, bon, mais et après, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. Je pense que c'est une question qui reste dans la tête des étudiants pour toujours dans n'importe quel cheminement. Au secondaire, on dit ah, qu'est-ce que je vais faire pour le bac. Au bac, on dit qu'est-ce que je vais faire pour la maîtrise, en tout cas. Vous comprenez. Non, je trouve ça génial, je trouve ça super utile. Et puis, je trouve, je comprends pas pourquoi ça serait pas bénéfique aux étudiants. Donc, en fait, la question que j'aimerais vous poser pour la suite de ça, c'est euh, comment est-ce que vous croyez que le mentorat pourrait être bénéfique dans le développement d'une carrière, dans la carrière de quelqu'un? Pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui est utile? Et puis, est-ce que vous avez un exemple peut-être de votre vie à vous, quelque chose de plus personnel, ou sinon un exemple de quelqu'un que vous connaissez euh, que ça a pu vraiment aider? Ouais, c'est ça. On rencontre toujours des personnes qui nous aident et qui nous tendent la main à un moment donné pour nous faire, tu sais, pour nous faire évoluer. Euh, je dirais que
j'ai jamais eu vraiment un mentor formel comme je le fais dans mon programme de mentorat. On a toujours donc c'est un mentor. Qu'est-ce que ça veut dire un mentor déjà? Donc pour moi, c'est une personne qui vous conseille, qui vous aide sans avoir de forcément une position hiérarchique par rapport à vous. On pense souvent dans le milieu universitaire, on pense souvent que le directeur de thèse est un mentor, mais il y a toujours une position hiérarchique. Donc, il y a toujours un biais au mentorat. Donc, moi, ce que je pense, c'est qu'un mentor doit être quelqu'un qui n'a pas de position hiérarchique. Puis, c'est toujours quelqu'un qui va vous conseiller sans attendre quelque chose en retour. Même si lui sait qu'il évolue dans sa carrière en faisant du mentorat, c'est toujours intéressant. Mais c'est ce type de relation où on va s'appeler une fois par mois, puis on va se donner des nouvelles, puis on va se donner des conseils. Ça marche d'un côté, mais ça marche aussi de l'autre côté. Donc c'est un peu ça comme ça que je le vois. Mon premier cours du programme de mentorat, c'est quoi le mentorat, puis comment on définit le mentorat et comment on peut bénéficier de ce mentorat le mieux possible. Puis on dit souvent, c'est le mentor, ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous, qui a une expérience différente. Ça peut être quelqu'un qui est beaucoup plus vieux que vous dans un autre domaine, mais qui va vous faire évoluer d'une autre façon. Donc, c'est un peu comme ça que je le vois. Il y a aussi cette dualité entre un mentor et un coach. On voit que le mentor est plus comme quelqu'un qui est, je dirais, plus réactif, donc qui est toujours ouvert à ce qu'on l'appelle et vice-versa. Mais un coach va beaucoup plus fixer des objectifs. Je sais qu'il y a des mentors qui vont plus avoir le côté mentor, puis d'autres qui vont être plus coach. Je te dirais que c'est assez ouvert dans le programme, comment les gens veulent pratiquer leur mentorat. Oui, j'allais dire, ça doit dépendre des gens et de la relation qu'on développe avec le mentor. Et Ouais. puis, je trouve ça très intéressant. Donc, vous avez un peu touché sur ça, mais j'aimerais savoir votre avis, parce que je sais qu'on parle souvent de le mentorat est super bénéfique pour le développement de carrière d'une personne, tout ça, mais je pense que c'est aussi l'inverse. Comme mentor, est-ce que vous croyez, comment est-ce que ce rôle peut être bénéfique pour le mentor? Comment est-ce que ça pourrait aider je sais pas, leur développement de carrière ou de vie personnelle ou Ouais, parce que je pense que mentorer, c'est une excellente chose parce que c'est aussi, moi j'en ai quelques-uns des mentorés, j'en ai deux. Puis, c'est un moment où on se pose avec une personne, puis on essaye de brainstormer un peu sur comment avancer sur des problématiques que nous, on a déjà eu, ou alors qu'on n'a jamais eu, puis que peut-être qu'ils vont nous arriver plus tard. Donc ça, c'est la première chose que je vois. Puis l'autre chose, c'est toujours intéressant de se positionner en tant qu'aide. C'est vraiment de l'entraide. Et puis, je vais revenir à ce qu'on dit, ce que tous les mentors de mon programme m'ont dit, puis que moi, ce que je dis souvent, c'est que il y a tout. Puis ça, il y a tous, ils m'ont dit exactement la même chose. Ils m'ont dit, un jour, il y a quelqu'un qui m'a tendu la main, et moi, j'ai envie de redonner à mon tour. Donc, c'est ça l'idée. c'est que tout le monde, et puis on espère que le mentoré sera un mentor plus tard. Ouais. Ah, c'est joli, je trouve ça joli, c'est vrai. J'ai jamais vraiment pensé comme ça que la raison pour quand on voudrait devenir mentor, c'est parce que quelqu'un nous a aidés, donc on aimerait aider aussi. Je trouve ça euh, assez, assez bien. Est-ce que j'ai d'autres questions qui me trottent dans ma tête en même temps Ouais, qu'on vas-y, parle, donc je vas-y. sais pas si... donc, vous avez parlé que vous faites, donc il y a 4 différents piliers, et puis qu'il y a différentes activités que vous faites, et puis il y a du réseautage. Et puis, on dit toujours que le réseautage, c'est essentiel, que c'est super important et tout ça, mais euh, est-ce que vous faites quelque chose de différent avec le programme, avec la Société canadienne des biomatériaux? Quelle sorte de réseautage est-ce que vous faisiez? Qu'est-ce que vous offrez dans ce programme-là, qui est peut-être différent des autres? Ouais, ben,
Ce qu'on regarde, c'est vraiment des aspects très pratiques et très expérimentaux du réseautage. C'est par exemple, c'est comment aller rejoindre de pratico-pratique. Comment tu vas faire du réseautage sur des réseaux sociaux. Donc, par exemple, sur LinkedIn, tu veux rejoindre quelqu'un, tu veux réseauter avec cette personne pour avoir éventuellement un contact ou alors tout simplement rencontrer puis te poser quelques questions. C'est comment tu ferais. Bah, d'abord, tu lui envoies un message sympathique. Puis des gens qui envoient des messages sympathiques, qui sont capables d'écrire des beaux messages ou des beaux courriels, moi, j'en ai pas rencontré beaucoup. Et même moi-même, je sais que je dois m'améliorer à ce niveau-là. Donc déjà, comment écrire un message sympathique. Donc c'est ça. Donc on va vraiment dire, bon, mais c'est beau le réseautage, tout le monde va te dire, écoute, il faut réseauter pour y aller. Mais c'est quoi vraiment comment ça s'applique. Comment réagir dans un... Bon, maintenant il y a la Covid, mais il y a quelques mois, voire années, on avait des soirées réseautage où tu arrives dans une soirée, tu ne connais ces personnes, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vois? Comment sortir, tu sais, bon, tu as eu une belle conversation avec une personne pendant 15 minutes, puis là, ça commence à tourner en rond. Bon, mais j'aimerais bien aller voir la personne qui est au fond là-bas, puis essayer de me présenter. Comment je fais pour sortir de cette conversation sympathiquement, puis aller voir l'autre personne. C'est vraiment du pratico-pratique. Le réseautage, c'est pas inné, ça s'apprend. Puis il y a des je sais pas des techniques, c'est difficile de dire ça, mais il y a des façons de faire. Euh, c'est très difficile d'avoir d'avoir des messages. Puis, je pense que toi aussi, tu en as eu, moi aussi. Quelqu'un qui vous contacte, puis tu sens ça sonne faux, ou alors qui est trop insistant. Donc ça, c'est des pratiques qu'on veut éviter. Euh, Puis, c'est ça, on va apprendre des pratiques. Ensuite, il y a toujours la boucle du feedback. Donc, OK, ben, tu t'es fixé ça comme objectif. Par exemple, j'aimerais rencontrer une personne par semaine, une nouvelle personne par semaine. Alors, quand je vais aller en soirée, je vais aller essayer d'avoir 3 ou 4 cartes de visite. C'est mon objectif. Puis, reviens me voir, moi, le mentor, ou alors les gens du programme, pour dire comment ça s'est passé. C'est quoi les difficultés que tu as eues? OK, ben, j'ai eu telle difficulté. Par exemple, une personne m'a tenu la jambe pendant 30 minutes, puis je n'arrivais pas à m'en sortir. Donc, comment tu aurais fait? Et puis, on brainstorm un peu. Donc, ça, c'est le côté assez pratique, expérimental du programme. Quand je dis expérimental, ce n'est pas que le programme est expérimental, c'est que les gens font leur propre expérience. Oui, j'allais dire, c'est quelque chose qui est, je pense, très difficile à faire. Et puis, surtout, c'était un peu gêné, c'est quelque chose qui est difficile à faire. Je me souviens aussi quand je cherchais un prof pour faire ma thèse pour mon baccalauréat et j'avais tellement peur de poser des questions. J'envoie un courriel, ils ne vont pas me répondre. Mm-hmm. Donc, en fait, c'est aussi, je pense, apprendre à accepter le rejet. Parce que des fois, il y a des gens qui ne sont pas intéressés. Puis aussi, il faut enlever, je pense, la peur. Les gens sont gentils souvent et puis ils veulent vous parler. Donc, je trouve ça vraiment intéressant de savoir ce que vous faites. Mais c'est bien, je trouve que c'est personnalisé à chaque personne, à leurs problèmes. Ça a l'air vraiment, vraiment génial. Puis, moi, pour moi, le réseautage, c'est un truc que j'ai appris. C'est pas naturel pour moi de réseauter. Puis, c'est vraiment des choses que j'ai apprises. Puis, comme tu as dit, faut y aller sans se prendre vraiment la tête. Puis l'acceptation du rejet, c'est important aussi. Ouais. Ouais, c'est sûr que ça vient pas naturellement, mais après quelques fois ou d'interactions un peu bizarres, ça va après. La troisième, quatrième fois, ça devient de moins en moins gênant et de moins en moins difficile. Ouais. Donc, comment est-ce qu'on peut s'inscrire au programme de mentorat pour être mentor ou mentoré? Je pense que c'est quelque chose que... C'est une très bonne question. Aujourd'hui, on discute avec la Société canadienne des biomatériaux pour savoir si on va renouveler le programme l'année prochaine. Le scoop que j'ai à te donner, c'est que on va spinner out de la Société canadienne des biomatériaux. Et on va créer, donc là je suis en train de montrer une petite équipe pour créer
un organisme à but non lucratif qui va supporter le programme, pas seulement pour les gens du CBS, donc la Société canadienne des biomatériaux, mais pour tout type d'étudiants dans tout type d'université. Donc, on travaille là-dessus en ce moment. Est-ce que c'est quelque chose pour les étudiants en sciences et en génie ou c'est pour les étudiants en général? Ce serait quoi les gens à cibler? Les premières personnes à cibler, on pense que c'est plus facile pour nous d'aller vers des gens qui sont en sciences et génie. Maintenant, on espère que dans les prochaines années, ça sera ouvert aux autres. Ouais, je trouve ça génial, c'est super cool. Donc, j'ai une dernière question pour vous. Vas-y. Euh, Quel conseil avez-vous pour des étudiants ou des gens en général, sûrement en sciences ou en génie, qui aimeraient avoir un cheminement similaire au vôtre ou qui est coincé puis qui ne sait pas quoi faire? Ou quel conseil donnez-vous? J'en ai des milliers des conseils, ça prend un programme. Euh, oh, Ce que je dirais, la première chose, c'est pas trop s'en faire, ça va bien aller. Donc, à un moment, je pense que les étudiants vont être des très bons professionnels. Puis, euh, je te, un vrai conseil, c'est que tu sais, faut aller en dehors de sa zone de confort. Il n'y a que là qu'on arrive vraiment à apprendre des choses. Mhm. On le dit souvent, c'est peut-être un message très, très générique ce que je dis, mais c'est important d'aller en dehors de sa zone de confort. Les étudiants le font très bien dans le laboratoire, essayer des nouveaux protocoles, essayer des Mhm. nouvelles choses. Est-ce que ils peuvent utiliser, puis là on parle de compétences transférables, est-ce qu'ils peuvent utiliser cette façon, c'est d'aller en dehors de leur zone de confort dans le laboratoire pour aller en dehors du laboratoire, puis voir ce qui se passe lorsque on va interagir avec une personne pendant un congrès, pour avoir pour éventuellement chercher des opportunités, soit pour améliorer son projet, soit pour avoir des connaissances, soit pour la suite de son doctorat. Donc vraiment aller en dehors de sa zone de confort, pas avoir peur d'y aller avec audace, donc de l'audace, essayer d'aller dans des chemins que personne n'a pris. Puis là, je vais prendre un exemple. Je prends toujours cet exemple d'un de mes amis euh, on a brainstormé, et puis ça, c'est un cas que j'utilise souvent. On a brainstormé, lui, il voulait être agent de brevet, il tripait sur la propriété intellectuelle, puis on a brainstormé à savoir comment il pouvait avoir de l'expérience en propriété intellectuelle en étant étudiant en maîtrise dans son laboratoire. Mais le chemin qu'on a regardé ensemble, c'est il y a à l'université un bureau qui s'appelle le bureau du sponsorship ou le bureau de la valorisation, bureau du transfert technologique, qui utilise la propriété intellectuelle de l'université. Pourquoi ne pas aller voir ce bureau-là, taper à la porte et dire, écoute, je me présente, je suis étudiant, je veux travailler pro bono pour vous, pour gagner de l'expérience. Vous n'avez pas un ou deux dossiers à me donner, puis que je me fasse la main dessus. Ça a fonctionné. Le bureau lui a donné un dossier qu'il a pu travailler. Donc, c'est ce genre d'initiative qu'on va chercher. Quand je parle de chemins qui sont non explorés, ça, c'est un chemin qui n'est pas exploré par les étudiants. Il y a tellement d'opportunités. Mon gros conseil, c'est que le PhD, ce n'est pas un fardeau, c'est des opportunités. Il y en a beaucoup. Et il faut focuser sur quelques-unes qui vont vraiment être intéressantes pour notre carrière par la suite. Donc, il faut avoir un peu une pensée un peu stratégique, dire c'est là où je vais aller, c'est quoi le chemin? Si je fais du rétro, c'est quoi le chemin que j'envisage? Il y a plusieurs chemins, il ne faut pas s'en faire. Là, si on se plante une fois, on peut changer, on peut pivoter, puis aller dans un autre chemin. Donc, c'est ça. Des conseils comme ça, j'en ai plein sur comment en faire. Il y a tellement d'opportunités. Le monde des startups est en plein boom. C'est l'entrepreneuriat scientifique, c'est en plein boom. Pourquoi pas aller se greffer à une startup pendant un temps,
participer au projet, mettre un peu de soi dans le projet, je suis sûr que la personne qui fait ça va beaucoup apprendre. Puis, c'est surtout ne pas rester tout le temps la tête collée dans le laboratoire. C'est très facile de rester dans le laboratoire jour après jour et faire des expériences. Donc, c'est très difficile de sortir du laboratoire mais il faut le faire. Il faut le faire. Je dirais aujourd'hui, c'est un peu une question de survie. Ouais, c'est vrai qu'on peut souvent rester coincé dans le laboratoire, là où on est confortable, où on est habitué, puis on oublie de voir ailleurs et puis d'ouvrir nos yeux, d'ouvrir les portes quand elles s'ouvrent pas, parce que je pense que c'est un peu le message que vous nous avez dit, d'aller cogner à une porte et de dire j'aimerais travailler avec vous, donnez-moi quelque chose, s'il vous plaît, aidez-moi. Où est-ce que je peux vous... Oui, en thèse, voilà, plein d'opportunités. Même on n'a pas besoin de toutes les saisir, il faut en saisir que quelques-unes. Sinon, on perd. À tout faire, on ne fait rien finalement. Par exemple, créer une collaboration avec un autre laboratoire à l'autre bout du monde, c'est très faisable quand on est un étudiant au doctorat. C'est une opportunité, par exemple, de créer un partenariat. On sait que notre laboratoire a un certain niveau d'expertise, puis il y a toujours un pan de notre projet où le laboratoire n'a pas d'expertise. Pourquoi pas aller chercher cette expertise, je ne sais pas, en Corée du Sud ou au Japon, puis essayer de trouver une bourse quelconque qui peut nous emmener au Japon pour aller faire une partie des expériences là-bas. C'est une belle opportunité. Ouais. C'est ce genre d'opportunité. Ouais, c'est vrai. J'ai jamais vraiment, c'est drôle, j'y pense, en tout cas. J'ai pas je pense que j'aurais besoin du programme de mentorat, moi aussi. Ça ouvre mes yeux qu'en fait, il y a des opportunités partout, il faut juste en fait y penser, je pense. Ouais, mais écoute, toi, tu es dans une radio qui s'appelle Beats. Puis ça, c'est une belle opportunité, moi, je trouve. Ouais. Tu sais, rencontrer des gens, des chercheurs qui, à droite, à gauche, partout, j'imagine partout au Canada, Un peu partout dans le monde, même. un peu partout dans le monde, puis même qui parlent plusieurs langues. Je veux dire, c'est une super opportunité. Et ça développe aussi tes compétences en communication, questionnement. C'est aller chercher plus loin au fond. Donc, c'est super. Ouais, c'est bien. C'était pas toujours comme ça au début, c'était un peu plus difficile. Maintenant, on s'améliore Ouais. après chaque épisode. Donc, c'est la fin de notre épisode. Merci beaucoup à Dr. Sabaté d'avoir pris un peu de temps pour se joindre à nous. C'est juste un petit rappel que la radio Beats Research est soutenue par l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa, le Lab Beats Research et puis le département de biologie, microbiologie et immunologie de la Faculté de médecine de l'Université d'Ottawa. Notre réalisateur, c'est Dr. Emilio Alarcon. Merci de vous être joint à nous et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et au podcast sur toutes les plateformes de musique. Et puis, vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter si vous voulez savoir quand les épisodes vont en ligne et puis plein de choses qu'on organise avec la Beats Research. Merci beaucoup et à la prochaine.